Et à Kim Benamer. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation pour l'invitation et surtout à leur tête le docteur Mouloud Molek. Je vais vous parler on m'a chargé de parler de l'infarctus du ventricule droit. En préparant ce topo, je m'aperçois que c'est le parent pauvre de la littérature. On se base surtout sur des anciennes études, des anciennes recommandations. On s'intéresse beaucoup plus au VG parce que c'est plus grave, même quand on parle d'infarctus du ventricule gauche, quand on parle de dysfonction ventriculaire, on donne directement la fraction d'éjection et on ne parle pas de la fonction ventriculaire droite. Donc, mais de par notre pratique, on sait que l'infarctus du ventricule droit est plutôt fréquent chez les patients qui se présentent pour un syndrome coronaire aigu avec ce décalage du segment ST dans le territoire postéro-diaphragmatique. C'est là où on est vraiment, on cherche vraiment l'infarctus du ventricule droit, c'est-à-dire l'extension VD. Et la fréquence, elle est pour 1 sur 2 patients. Mais elle est autour de 12% chez les patients qui se présentent pour infarctus du myocarde antérieur. A contrario, l'infarctus du VD isolé, c'est-à-dire tout seul, est plus rare et ça représente moins de 3% de l'ensemble des infarctus du myocarde dans les séries autopsiques. Donc le plus souvent, cet infarctus est lié à l'occlusion de la coronaire droite principalement, ou une de ces branches, surtout les branches marginales du bord droit, à ne pas négliger, surtout en angioplastie. Pas de série large, ni études randomisées récentes. Et c'est pour ça qu'on a un diagnostic tardif dans les formes frustes, parce que la majorité des patients sont asymptomatiques et on a un patient sur 4 qui est symptomatique. Le diagnostic le plus souvent basé sur la présence de signes droits, c'est-à-dire un tableau d'infarctus, des signes droits et des signes électriques dans les dérivations droites. Mais il faut se méfier dans des cas particuliers. On peut avoir un susdécalage dans le territoire antérieur, c'est-à-dire que c'est des infarctus du ventricule droit qui miment parfaitement un infarctus dans le territoire antérieur du VG. Et il y a eu pas mal de cases à l'époque, le dernier que j'ai vu publié en 2019 dans les annales d'angiologie. Donc, un infarctus du ventricule droit, c'est une entité particulière, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce serait bien de rappeler les particularités du ventricule droit. C'est une cavité à parois fines qui est à haute contenance, exposée à de faibles pressions en comparaison avec le ventricule gauche qui est exposé à une pression plus importante, qui dépend essentiellement des volumes, de la précharge. Contrairement au ventricule gauche qui dépend plutôt des pressions. Il dépend aussi des pressions péricardiques et du septum interventriculaire. Il y a une faible consommation en oxygène. Il y a une interdépendance du ventricule gauche et VD parce que le ventricule droit enveloppe le ventricule gauche. Une fois le ventricule droit est atteint par une pathologie, que ce soit un infarctus ou autre, ce ventricule a tendance à se dilater et il va comprimer le ventricule gauche et on aura cette interdépendance. La dernière particularité, c'est la double vascularisation du ventricule droit. Elle est essentiellement et de façon prépondérante par la coronaire droite, mais dans quelques situations, il y a une vascularisation par le réseau gauche, la circonflexe et l'IVA. Et là, il y a des collatéralités assez développées, surtout pour la terminaison de la coronaire droite. Contrairement au ventricule gauche, l'ischémie prolongée entraîne une nécrose myocardique irréversible du VG associée à une dysfonction ventriculaire permanente. Le ventricule droit est plus tolérant aux lésions ischémiques et peut récupérer une fonction normale dans le temps si traité à temps. Bien que quand on a un infarctus du ventricule droit, ça multiplie par 2 la mortalité en intra-hospitalier, que ce soit par des troubles de rythme, de la conduction ou des complications mécaniques, des complications interventriculaires ou des tamponades. Donc, cette tolérance à l'ischémie peut être expliquée par la moindre consommation en oxygène de parois fines, la double vascularisation, ou plutôt vascularisation par 2 réseaux. Donc, nous avons le réseau droit et surtout les collatérales, une collatéralité assez bien développée. Une perfusion coronaire continue, homogène, c'est-à-dire sur tout le cycle,
en systole et en diastole en comparaison avec le ventricule gauche. C'est pour cela qu'on a un diagnostic souvent tardif de l'infarctus du ventricule droit et souvent sous-estimé. On ne le cherche pas systématiquement, sauf s'il y a des signes d'appel. Pour le diagnostic, qui peut être simple parfois, mais quand même il faut qu'on fasse plus attention. En général, c'est un tableau de syndrome coronaire aigu, une douleur thoracique associée à des nausées ou à des sueurs. Mais ce qui est évocateur, c'est plutôt quand on a une hypotension avec l'absence de signes d'insuffisance cardiaque gauche, une auscultation pulmonaire normale associée à une turgescence digiculaire. C'est là où notre attention est attirée vers ces patients-là. Donc on peut s'aider bien sûr par l'ECG. Il y a des signes particuliers, surtout dans les dérivations droites. Il y a le sustécalage dans les dérivations droites en V3R et particulièrement en V4R qui a plus de valeur, en plus du sustécalage en V1. Et quand on a un syndrome coronaire, en général c'est dans le cadre d'un syndrome coronaire aigu avec sustécalage du segment ST, quand on a un sustécalage dans le territoire inférieur, il y a une subtilité diagnostique, c'est quand on a un sustécalage plus important en D3 en comparaison avec D2 qui peut orienter vers le diagnostic. L'échographie a une place centrale dans le diagnostic et le suivi et même dans le traitement, et on va voir ça par la suite. Il va objectiver une dilatation des cavités droites, parce que dès qu'on a une atteinte du ventricule droit, c'est une cavité qui va se dilater. On a une cinétique anormale, on peut avoir un septum interventriculaire paradoxal et des pressions artérielles pulmonaires élevées, systoliques élevées. Et on doit bien sûr évaluer la fonction ventriculaire droite, là où il y a une altération des paramètres de la fonction VD, que ce soit le TAPS, que ce soit le raccourcissement longitudinal, le stream du VD. Et avec cet examen aussi, on doit rechercher les complications, on doit regarder le péricarde, est-ce qu'il y a un épanchement ou pas, une complication mécanique, une communication interventriculaire ou un thrombus. Et bien sûr, à la fin, il faut éliminer bien sûr les diagnostics différentiels. Donc en matière de recommandations, dans les dernières recommandations de l'ESC de 2023, il n'y avait pas de nouveauté, il n'y avait pas de... Et en cherchant, on a trouvé même quelques lignes, un petit paragraphe dans les recommandations de l'ESC de 2017 qui résume théoriquement la prise en charge de l'infarctus VD en quelques lignes, mais en se basant sur d'anciennes études. Pour les spécificités du traitement, nous sommes devant un syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire c'est ST+, c'est un infarctus du ventricule droit. Ça obéit bien sûr aux recommandations de la Société européenne de cardio de 2023. Il faut reperfuser le territoire ischémique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une reperfusion précoce, sans délai. Il faut restaurer le rythme parce que le ventricule droit a la particularité de dépendance à la systole auriculaire. Si on a une fibrillation auriculaire, il faut faire une cardioversion rapide parce que le VD est très dépendant de la systole auriculaire. Quand il s'agit de troubles de la conduction, il faut pacer, soit un pacing temporaire en voyant bien sûr l'évolution, et le dogme classique, il faut éviter les vasodilatateurs. La question qui se pose souvent, c'est faut-il remplir systématiquement un patient qui est atteint d'un syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire ST+, avec extension VD, parce que le but du remplissage, c'est quoi? C'est d'améliorer le débit cardiaque. Eh bien, il ne faut pas le faire de façon systématique, parce qu'on sait qu'en pratiquant un remplissage, on va dilater encore le ventricule droit, avec une augmentation des contraintes sur le ventricule gauche. On peut aggraver aussi l'IT, et ça va diminuer le volume télédiastolique, et du coup on va diminuer le volume d'éjection systolique et le débit cardiaque, et ce n'est pas l'effet recherché. Remplissage doit être prudent, de 100 à 200 millilitres, mais il faut le faire prudemment, et surtout chez les patients hypotendus, sans dilatation importante du VD. Les diurétiques peuvent être indiqués en cas de signe de surcharge, et surtout il faut rechercher des signes de choc et maintien de la pression artérielle par des inotropes ou des vasopresseurs. Avant de finir, je voudrais partager avec vous le cas de ce jeune patient de 52 ans qu'on a admis au
aux urgences de cardiologie de Nimsos pour un STEMI inférieur qui s'est présenté à la première heure de la douleur. Et tout de suite, il a sombré dans un état de choc avec une pression artérielle basse à 70-40, une fréquence cardiaque élevée et elle a commencé à désaturer avec des extrémités froides. L'examen était sans particularité en dehors de ces signes-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque gauche. On a tout de suite transféré en salle de cathé. Voici le CG. Donc c'était un BIG, il y a un décalage dans le territoire inférieur. Là, les dérivations droites ne sont pas très parlantes. En suivant les recommandations, un patient en état de choc, symptomatologie d'infarctus, là, il faut faire une angioplastie primaire dans l'immédiat. Ce qui a été fait, il a été transféré en salle de cathé. Donc on a commencé la choro, bien sûr, on a commencé par le réseau contralatéral. Le moins suspecté, c'était le réseau gauche. Et là, on tombe sur une lésion très serrée de l'uvea proximale, en bifurcation avec une très belle diagonale de gros diamètre. Tourner quand même autour parce que le patient était avec des tensions basses. Et là, c'est la coronaire droite, c'est la lésion coupable. Comme vous le voyez, il y a une occlusion thrombotique de la coronaire droite proximale avec un flux TIMI 0, c'est-à-dire que rien ne passait. On a mis un guide et une reperfusion, un flux TIMI 1, et on a décidé de stenter. J'ai posé un stent, là je vous avoue, pendant l'angioplastie, j'ai estimé que le diamètre avec le spasme et tout était de 3,5, mais j'hésitais pour un 4. Et comme j'avais besoin d'un stent lent, c'était un 3,5-28. J'ai pris le stent, voici le résultat. Et quand j'ai obtenu un résultat optimal, je n'ai pas voulu post-dilater, parce qu'on sait bien, il y a l'effet presse purée, on peut emboliser en distalité, donc le résultat était optimal. Et voici, ça c'est la table de compliance du stent, comme a appris Hakim Benamer, c'est qu'il faut, quand on agit comme une Porsche, on monte à 20 atmosphères, tout en sachant que les pneus de la voiture c'est 2 atmosphères. Et quand il s'agit de stent, on monte à 20 atmosphères. Vous imaginez quel type de pression là on a utilisé. Donc l'évolution était favorable. Après, dans l'USIC, il a récupéré sa fonction de VT et le VG n'était pas atteint. Donc il est sorti au 4e jour de l'USIC et on a décidé de le reprendre un mois après. On l'a repris un mois après, c'est quand on fait une angioplastie préalable, c'est en contrôle, c'est le premier geste à faire, que ce soit un syndrome coronaire ou même un syndrome coronaire chronique, on contrôle le réseau dilaté. Et voici le résultat est assez optimal de la droite. Et par la suite, je vous passe les détails, j'ai fait l'angioplastie de l'IVA en bifurcation avec la diagonale. Donc la technique utilisée, c'était le pot-side pot, je n'ai pas fait de kissing. Et voici le résultat final. Donc l'infarctus du ventricule droit est une entité particulière, c'est différent de celui du VG. À rechercher systématiquement devant tout STEMI postéro-diaphragmatique, parce que c'est en général plutôt rare de façon isolée. L'échographie est l'examen principal, que ce soit pour poser le diagnostic et même pour le suivi, et surtout pendant le traitement, quand on opte pour un remplissage du patient. La mortalité hospitalière est importante, elle n'est pas anodin, parce qu'elle expose à beaucoup de complications, que ce soit rythmiques ou de troubles de la conduction, même des complications mécaniques. La reperfusion précoce constitue la pierre angulaire de tout syndrome coronaire aigu, parce qu'on sait que le temps c'est du muscle, et pas de remplissage systématique, et je vous remercie. Merci beaucoup.